Bonjour à tout le monde. Alors, le monde de SolidWorks est assez vaste. Il est fait pour répondre du coup à toutes les attentes des industriels, à savoir le monde de la CAO, DAO, PDM. Et nous, ce qui va nous intéresser ici et ce pourquoi vous êtes là, c'est pour nous intéresser à la solution qui est SolidWorks Simulation et spécialement tout ce qui est simulation dans les calculs de structure. Alors, lors de ce webinaire, alors voilà le sommaire, nous allons aborder différentes choses. Alors, pourquoi utiliser la simulation, présenter l'ensemble de la solution simulation SolidWorks, toujours dans la simulation type structure. En quoi consiste la méthode des éléments finis, puisque c'est cette méthode qui est utilisée dans SolidWorks, les différentes étapes alors que l'on va devoir faire pour faire notre simulation, les différents éléments qui vont être permis d'être utilisés pour notre maillage. Le maillage qui est une étape importante lors de notre simulation. On va voir le processus d'obtention des résultats. Alors, dans ce webinaire, on va rester dans une simulation dans le cadre de la simulation linéaire. Donc, on va voir ce que c'est qu'une simulation linéaire. Et également, on verra un exemple, alors plutôt sur des cas d'école, par exemple, voilà, un L et puis une plaque trouée. On va voir ce qu'on appelle la détection des points chauds, à savoir faire la différence entre une singularité, où le logiciel va nous renvoyer une valeur qu'on ne pourra pas exploiter, mais ce n'est pas dû voilà, à SolidWorks. Tous les logiciels de simulation l'ont également, ou alors avoir une concentration de contraintes. Et là, par exemple, on va pouvoir venir interpréter sur ce que nous renvoie le logiciel. Alors, pourquoi utiliser SolidWorks Simulation? Parce qu'on va pouvoir venir faire de l'optimisation sur notre structure. On va pouvoir gagner de l'argent et du temps. On va pouvoir aussi prédire si notre structure va tenir ou pas. Et on va pouvoir obtenir la satisfaction client. Alors, on va voir tout ça avec différents exemples. Par exemple, si j'ai ici un palonnier donc qui va devoir soulever des charges, si je suis avec le client et un organisme de validation pour faire un test réel de mon palonnier, si je m'aperçois que lors de ce test, mon palonnier va se déformer beaucoup plus que la norme ne l'autorise et que mon client va se rendre compte du coup des déformations, le bilan de ce test, c'est que je vais devoir refaire une conception en CAO, je vais devoir refabriquer mon palonnier, je vais devoir refaire un test avec le client et j'aurai toujours ces questions sur ma nouvelle conception. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que je n'ai pas gaspillé de l'argent? Est-ce que je ne l'ai pas surdimensionné en comparé, enfin, pour qu'il tienne mon cahier des charges? Et donc, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent et puis aussi, je vais avoir un client qui sera non satisfait. Donc, si j'avais utilisé, par exemple, une solution et si j'avais utilisé SolidWorks Simulation, j'aurais évité tous ces problèmes. D'autres exemples concernant aussi plutôt les prédictions, la tenue de ma structure. Par exemple, j'ai une armoire qui est posée dans mon train qui va contenir, par exemple, des organes de sécurité, la boîte noire, etc. Et on va se demander si elle va pouvoir résister aux vibrations, c'est-à-dire est-ce qu'elle est découplée des fréquences des vibrations, par exemple, du bogie sur le rail. Si j'ai une structure aussi qui va tenir quelque chose, qui va venir travailler en compression, on va pouvoir se demander aussi si elle va lâcher par dépassement de la limite élastique ou par flambement. Également, si j'ai une structure en analyse statique qui tient une forte charge, on va pouvoir se demander ce qui se passe. Voilà, par exemple, si je tiens alors, je vois ici une question, le son n'est pas très fluide. Je vais essayer de régler ce problème. Vous me dites si ça va mieux. Donc, du coup, voilà, par exemple, si j'ai une structure qui tient en analyse statique une certaine charge, voilà, on va pouvoir se demander qu'est-ce qui se passe. Voilà, si j'applique
un nombre de cycles avec une charge plus faible et j'ai fait des chargements-déchargements, donc typiquement ce qu'on appelle un calcul plutôt axé sur la fatigue. Donc, dans tous ces différentes questions, voilà, SolidWorks Simulation va pouvoir évidemment répondre à ces différentes questions. Au niveau de SolidWorks Simulation, donc, on va avoir trois alors, pour répondre à la question de Monsieur Bellavia, du coup, j'ai pas d'autres problèmes et de remontée au niveau du son à part vous. Donc voilà, j'espère que c'est pas global et que le son n'est pas saccadé. Donc au niveau de SolidWorks simulation, je vais avoir trois solutions, ce qu'on va appeler la simulation standard, la simulation professionnelle et la simulation premium. Donc au niveau de la standard, alors on a mis la fatigue, mais la fatigue, elle sera plutôt abordée lors des simulations professionnelles. Au niveau de la standard, on va pouvoir faire des calculs, par exemple, sur mes assemblages. On va pouvoir détecter donc ce qu'on va appeler les points chauds et ce qu'on va voir juste à la fin de ce webinaire. Au niveau de la simulation professionnelle, je vais pouvoir faire tout ce qui est flambement, par exemple de l'analyse modale, de l'optimisation, des tests de chute, de l'étude thermique. Et en simulation premium, je vais pouvoir faire tout ce qui est étude non linéaire et également dynamique, par exemple les vibrations aléatoires, les études de choc, par exemple si j'ai un choc en demi-sinus, voilà, etc. Dans le cadre de ce webinaire, donc on va rester sur la solution simulation standard et on verra notamment des exemples sur le trend tracker et les hotspot détection. Alors, comme je vous l'ai dit, SolidWorks, comme tous les logiciels de simulation, va utiliser ce qu'on appelle la méthode des éléments finis. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est juste une modélisation mathématique, une résolution numérique. Alors là, si vous voyez ici les équations, ce sont les équations normalement à résoudre. On n'est pas capable de les résoudre à la main, d'où l'utilisation de la méthode des éléments finis. Donc, le but va être de détecter et de résoudre tout ce qui est les problèmes tout ce qui est problèmes complexes au niveau des structures et aussi les problèmes de performance. Donc, au niveau du principe, voilà, je vais juste récupérer une géométrie issue de ma CAO. Je vais venir ici la remplir de petits éléments. Donc, voilà un exemple de petits éléments ici, de tétraèdres, qu'on va appeler éléments finis. Ces petits éléments finis vont contenir les propriétés des matériaux, par exemple le module de Young, etc. Et tous ces petits éléments qui vont venir ensemble vont venir se connecter ici, du coup, à leurs nœuds. Et aux différents nœuds, on va pouvoir venir obtenir les résultats. Donc, au niveau de ma méthode des éléments finis, une étape importante, voilà, est le maillage. Donc, voilà un peu de vocabulaire. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle ici mon maillage. Donc, j'ai ma géométrie issue de la CAO. Je vais venir la remplir de mes petits éléments ici, qui sont des formes simples, comme des triangles, voilà, des tétraèdres. Mes petits éléments vont se connecter entre eux. Donc, on va obtenir une connexion. Et voilà, c'est à ces connexions, du coup, on va pouvoir obtenir la solution. Donc forcément, plus j'ai de nœuds, plus j'ai de connexions, voilà, plus mon solver va mettre du temps pour trouver la solution. Au niveau des différentes étapes, donc, je vais obtenir ma géométrie CAO ici. Une fois que ma géométrie CAO est finie, je ne vais pas la mettre telle qu'elle en simulation. Je vais faire ce qu'on appelle une idéalisation de la géométrie. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va avoir un congé qui va être plutôt structurel et on va avoir des plus petits congés, voilà, qui sont là, par exemple, faits juste pour ne pas se blesser. Quand je vais passer ma main, par exemple, sur mon nano et qui, en plus, vont provoquer des petits éléments au niveau du maillage, donc il ne faut surtout pas les garder. Une fois que j'ai obtenu ma géométrie simplifiée,
Et je vais faire ce qu'on appelle mon modèle mathématique, à savoir, je vais venir choisir mon type d'analyse, je vais venir lui indiquer mes matériaux, les propriétés de mes matériaux, je vais venir lui indiquer, par exemple, mes appuis. Alors, mes appuis, ça va être ce qu'on appelle, par exemple, les conditions limites. Si par exemple, mon anneau est encastré au niveau du mur, je vais définir un encastrement et je vais définir, par exemple, tout ce qui est charge. Par exemple, si je tire sur mon anneau, je vais définir la force qui tire sur mon anneau. Une fois l'étape du modèle mathématique finie, c'est là où je vais venir remplir ma structure de petits éléments. On va faire ce qu'on appelle une discrétisation. Je vais obtenir mon modèle FEA. Et une fois que mon modèle FEA sera fait, je vais pouvoir lancer un solver qui, lui, va me donner les résultats. Alors, attention, le logiciel ne fait pas tout. Et comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on a des jolies couleurs qu'on a de jolis résultats. En fait, toutes les étapes qu'on a vues en amont du solver numérique, voilà, sont très importantes. Si on a la qualité de notre maillage, par exemple, l'idéalisation de notre géométrie, voilà, si on se trompe dessus, on va obtenir des mauvais résultats. Et une fois qu'on a les résultats, voilà, il y en a qui vont être sur lesquels on va pouvoir interpréter et d'autres sur lesquels on ne pourra surtout pas interpréter dû par exemple à des erreurs numériques ou autres. Et encore une fois, voilà, c'est pas typique à SolidWorks, mais c'est typique à tous les logiciels de simulation. Donc voilà, dans toutes ces étapes, en fait, Avenao vous accompagne. Donc voilà, juste ce n'est pas le fait de cliquer simplement sur les boutons. On vous montre bien évidemment où se trouvent les boutons, etc. Voilà, mais on vous guide surtout pour éviter les pièges de la modélisation et de l'analyse des résultats. Et c'est vraiment le plus important en simulation. Alors, au niveau des éléments sous SolidWorks, je vais avoir des éléments volumiques pour le maillage, des éléments surfaciques et des éléments linéiques. Donc, au niveau des éléments volumiques, je vais avoir des tétraèdres, voilà, qui vont être des éléments du premier ordre. Donc, je vais juste ici avoir 4 nœuds. Je vais avoir 3 degrés de liberté qui sont les 3 translations suivant X, Y, Z. Cet élément va être utilisé pour un maillage de qualité moyenne. Je vais juste pouvoir regarder les déplacements et je ne dois surtout pas l'utiliser pour les contraintes et les déformations. On y reviendra plus tard. Et en plus, voilà, il ne va pas être adapté pour certaines géométries, par exemple comme les coudes ou les congés, parce qu'il va être responsable, comme on voit ici, d'une certaine facettisation. Voilà. Et donc, on voit que mon élément ici va venir rester linéaire, voilà, après ma déformation, d'où les éléments de premier ordre. Je vais également avoir des éléments de deuxième ordre qui, eux, vont avoir un nœud ici intermédiaire. Donc, ils vont posséder 10 nœuds, toujours comme on est dans l'espace ici 3 en 3D, 3 degrés de liberté qui vont être mes 3 translations. Cet élément va, lui, contrairement au précédent, pouvoir me permettre de récupérer les résultats, par exemple, de déformation et de contraintes. Et lui va être mieux adapté ici à la géométrie, par exemple, au niveau des coudes et des congés, grâce ici à l'élément intermédiaire. Si je regarde mes éléments surfaciques, je vais avoir des éléments TOC, voilà, qu'on peut appeler également, qui vont être de premier ordre et de second ordre. On va retrouver la même chose que mes éléments volumiques. Donc ici, je vais avoir des éléments des triangles à 3 nœuds. Je vais avoir 6 degrés de liberté maintenant, où je vais avoir mes 3 translations et mes 3 rotations. Comme pour mes éléments volumiques de premier ordre, je vais pouvoir l'utiliser pour avoir une idée de mes déplacements, mais pas de mes contraintes et de déformations. Donc, ce sera utilisé pour un maillage de qualité moyenne, voire brouillon. Comme l'élément volumique du premier ordre, voilà, il va être mal adapté pour tout ce qui est géométrie coudée. Donc, voilà un petit test, par exemple, sous SolidWorks. Ici, en CAO, j'avais ici mon arc de cercle qui est juste là. Et là, j'utilisais des éléments ici de premier ordre. Et on voit que j'ai mon arc de cercle. Voilà, on voit la facettisation. Et je suis loin d'obtenir ici, voilà, mon arc de cercle que j'avais ici issu de la géométrie en CAO. Alors, j'ai aussi des éléments POC de second ordre qui, eux, vont avoir un nœud médian ici, donc 6 nœuds. Je vais toujours avoir mes 6 degrés de liberté, utilisés pour un maillage, cette fois-ci de qualité haute, car il va permettre de récupérer tout ce qui est les contraintes et les déformations en plus du déplacement. Et lui, va
mieux être adapté voilà, au niveau des courbes, au niveau de la géométrie où je vais avoir des courbes. Voilà, par exemple, ici, toujours la même pièce que tout à l'heure, toujours le même arc de cercle ici en CAO. Voilà. Et quand j'utilise ici mes éléments de second ordre, on voit ici, grâce au nœud moyen voilà, qui va se placer sur le nœud médian pardon, qui va venir se placer sur l'arc de cercle, on voit que j'ai une meilleure discrétisation ici de mon arc de cercle. J'ai aussi un autre type d'éléments qui va être les éléments, donc du coup 1D, si je peux m'exprimer comme ça, des éléments linéiques qui vont posséder 2 nœuds, qui vont avoir 6 degrés de liberté aussi également à chaque nœud, les 3 translations et les 3 rotations, qui vont pouvoir me permettre de récupérer la traction, la compression, la torsion, la flexion. Et pour les éléments poutres plus petits, voilà, où j'aurai que de la traction, compression, je vais pouvoir venir transformer ces éléments poutres en éléments barres. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on verrait la différence voilà, entre premier ordre et second ordre. Donc voilà, je l'ai fait par un schéma qui sera beaucoup plus parlant. Donc pourquoi premier ordre? Parce que mes déplacements vont être du premier ordre. Du coup, quand je vais dériver mes déplacements pour obtenir mes contraintes, ben, je vais obtenir des constantes. Donc on voit ici le petit diagramme où toutes mes contraintes ici dans mes éléments voilà, vont être constantes. Si je prends un élément du second ordre dans mes déplacements, lorsque je vais le dériver pour obtenir mes contraintes, je vais obtenir voilà, des fonctions linéaires. Et donc, voilà ici, au niveau de mes contraintes, dans mes éléments, j'obtiens des droites. Et donc, je vais pouvoir obtenir la courbe. Et donc, je vais être beaucoup plus proche de la réalité que si j'avais des éléments du premier ordre. Au niveau du processus de l'obtention des résultats, SolidWorks, dans un premier temps, voilà, il va faire comme tous les autres logiciels. Il va d'abord résoudre un système d'équations linéaires et il va venir obtenir aux différents nœuds voilà, les déplacements. De là, il va venir faire une dérivée et on va obtenir tout ce qui est déformation. Et comme je reste dans le système linéaire, en utilisant la loi de Hooke qui va venir lier les contraintes aux déformations, à partir des déformations, je vais pouvoir obtenir mes contraintes. Alors, je vous ai dit que dans ce cadre ici, dans ce webinaire, nous allons rester dans tout ce qui est simulation linéaire. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, l'ordinateur, par exemple, au niveau des résultats, voilà, et encore une fois, c'est pas typique voilà, à SolidWorks, mais tous les logiciels de simulation voilà, raisonnent pareil. Dans ce cadre ici, qu'est-ce qui va se passer? SolidWorks va me calculer tout le temps ici en restant ici sur cette droite ici. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai un matériau, par exemple, type acier, je vais avoir ce qu'on appelle ici, au tout début, une déformation élastique, puis ici, je vais avoir une courbe élastoplastique, puisque mon matériau, par exemple, au bout d'un moment, va venir se plastifier, et je vais plutôt être sur la courbure ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je dépasse ma limite élastique, en fait, je ne pourrai pas analyser dans ce cas, et les contraintes seront éloignées de la réalité, parce que je vais, par exemple, trouver une contrainte ici sur ma ligne rouge, alors qu'en réalité, voilà, je serais peut-être par exemple ici au niveau de ma plastification, donc je ne vais pas récupérer des contraintes réalistes, donc je pourrais juste analyser ce qui va venir dépasser la limite élastique. Dire si je suis au-dessus ou non pardon, de ma limite élastique. Alors, par exemple ici, voilà un petit exemple donc voilà, de détection de singularité. J'ai une pièce ici en L. Ma pièce va être encastrée à une extrémité. Voilà. À l'autre extrémité, ici, je vais venir exercer une force de 900 newtons, donc tirer ici vers le bas. Ma pièce n'a pas de congé au niveau du centre et je vais venir regarder ce qui se passe. Bon, je vous montre dans un premier temps les différents slides. Après, on va ouvrir SolidWorks pour voir comment ça se passe sous SolidWorks, voilà, sachant que tout ce qui a été fait ici sont des imprimés écran au niveau de mon SolidWorks. Alors, dans un premier temps, je vais pouvoir, par exemple, venir contrôler mes réactions, surtout que là, j'ai un cas assez simple et voir si ma simulation, par exemple, a bien respecté mon équilibre. Donc, si je tire, par exemple,
et si je veux… oui, alors j'ai vu que j'avais un problème de son et là, apparemment, ma qualité de son est revenue. Donc, voilà, j'espère que le petit problème de dégradation temporaire s'est arrêté au niveau du son. Donc là, si je veux contrôler, par exemple, mon équilibre, il va falloir que ma somme des forces soit égale à 0. Ici, si je regarde ici, et je fais un contrôle au niveau de mes réactions, je vais trouver plus 900, donc j'aurai bien moins 900 plus 900 égale à 0, et je vais venir respecter ici mon équilibre. Un deuxième moyen de contrôle de mes résultats, c'est que lorsque je vais venir regarder ici mes résultats, j'ai un modèle symétrique, et quand je regarde les concentrations de contraintes au niveau de mon arête, là, qu'il n'y a pas de congé, on voit que je n'obtiens pas de résultat symétrique, donc je dois certainement refaire mon maillage ou des choses comme ça, mais je ne dois surtout pas analyser tel quel, parce que je n'aurai pas de bons résultats. Alors, pour un diagnostic de contrôle de points sensibles, et donc SolidWorks, lui, va venir me détecter les singularités. Alors, en fait, SolidWorks, lui, je vais avoir une première étude avec un maillage initial. Voilà, lui, SolidWorks va venir automatiquement raffiner à chaque fois. Donc, je peux lui définir la taille de mon élément, définir aussi mon ratio au niveau du raffinement pour le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et lui, à chaque fois, il va venir me récupérer voilà, ma contrainte de von Mises maximum dans ces éléments. Alors, quand je fais ça, je vois que plus je viens raffiner ici, plus j'obtiens un résultat de contrainte importante. Et donc, en fait, je vais avoir une courbe qui diverge. Donc, la solution pour supprimer la singularité ici, c'est de revoir la conception et de venir lui appliquer un congé. Et lorsque je vais venir faire ça, si je refais mon étude et que je relance un diagnostic des points sensibles de contrainte, SolidWorks ne va me trouver voilà, aucun point au niveau de mon étude et donc je vais résoudre ce problème. Alors, si je regarde un peu au niveau de mon SolidWorks, alors j'ai préparé les études parce qu'au niveau de la simulation, des fois, ça demande un peu de temps. Donc, voilà. Du coup, j'ai bien défini ici, on voit une petite coche verte, mon matériau, voilà, qui est de l'EASY 315, qui va venir contenir toutes les propriétés pour ma simulation. Et je vais utiliser donc ici des éléments d'ordre 2 puisque je vais m'intéresser aux contraintes. Donc, je vois mon petit tétraèdre ici un peu déformé, voilà, avec le nœud médian juste ici. Je vais pouvoir lui appliquer alors les conditions limites. Donc, ici, mon encastrement, donc pas de rotation, pas de translation. Je vais pouvoir ici lui définir ma force, voilà, juste là, ici. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir obtenir donc mes résultats, donc au niveau de mes contraintes, déplacements, etc. Donc, on voit ici au niveau de ma slide, voilà, la non-symétrie au niveau de l'obtention de mes résultats. Donc, si je veux, je vais pouvoir aussi donc récupérer donc toutes mes listes de forces, par exemple, résultantes juste là, voilà, en sélectionnant par exemple ici ma face et en mettant un jour, voilà. Donc, on retrouve bien ici, comme sur le PowerPoint, voilà, la force de réaction de 900 suivant Y. Et puis, je vais pouvoir aussi, alors, également utiliser le petit outil dont je vous parlais, qui est le diagnostic des points sensibles de contrainte. Voilà, juste là, où je vais pouvoir venir ici l'exécuter. Voilà, alors lui, il m'indique juste voilà, qu'il va tester ma densité ici de maillage en fonction ici de mes contraintes maximum qu'il va trouver sur mon arête vive. Voilà, si je fais OK, voilà, il me trouve bien ici des singularités. Donc, surtout pas interpréter au niveau de cette arête-là, au niveau de mes résultats, parce que ce seront des résultats qui ne seront pas réalistes. Et là, je peux définir donc mon niveau de raffinement. Donc, sur le PowerPoint, j'en étais à 3. Définir aussi le facteur de réduction. Voilà. Et ensuite, si je veux, je peux venir lancer
ici, voilà, au niveau de l'outil, et j'obtiens ici, voilà, un diagramme de points sensibles de contrainte où je vois ici en gris, voilà, mes singularités au niveau du maillage. Donc, normalement, voilà, si je refais une configuration avec ici un congé, et si je refais mon étude en lançant l'outil diagnostic, ben je ne trouve plus aucune singularité sur mon modèle. Donc voilà, donc moralité, si vous faites une pièce comme ça, il faut que la pièce possède un congé au niveau de son arête vive, juste ici. Alors, un autre problème aussi, un autre cas d'école, où là, par exemple, bah, du coup, là, on connaît d'avance parce qu'elle est très documentée au niveau de la littérature, c'est si j'ai une plaque trouée qui est encastrée à une extrémité, si je vais venir tirer dessus ici. Donc, si je relance mon outil ici, si j'effectue un maillage, si je lance ici mon outil diagnostic et pour trouver les points sensibles, ben, il ne va rien me trouver, je n'aurai pas de singularité. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe, puisque dans la réalité, on sait que si je tire trop fort ici, je vais avoir une concentration de contrainte ici, et je vais avoir des fissures, et ma fissure, elle va venir se propager, voilà, à la perpendiculaire ici de mon effort, et je vais venir déchirer ici ma plaque. Donc, comme je ne peux pas utiliser l'outil diagnostic, voilà, j'ai réalisé ce qu'on appelle une étude de conception sous SolidWorks. Donc, j'ai défini un paramètre qui était ma taille de maille. Donc, par exemple, ici, 5 mm, 2,5 mm, 1,25. Enfin, j'ai divisé par 2, voilà, à chaque fois. Et puis, je suis venu lui définir un capteur, donc un capteur de contrainte, voilà, qui va venir ici surveiller à chaque fois ma contrainte ici maximum à chaque fois que je vais effectuer mes différents maillages. Donc, en gros, j'ai créé moi-même mon outil diagnostic de contrainte, enfin de détection de singularité. Pardon. Et alors, si je regarde ici ce qui va se passer, donc voilà, je vois mon différent ici sous SolidWorks. Donc ça, c'est une image tirée de mon SolidWorks. Donc je vois ici mes 4 scénarios où j'ai bien mes différents maillages. Et lui, à chaque fois, il va venir automatiquement, en fait, si vous voulez, me renvoyer ici les contraintes maximum qu'il trouve en fonction de mon maillage. Et il va venir être capable aussi de me faire l'historique et en fait de me tracer ma courbe. Donc voilà mes différents maillages, donc mon maillage initial, puis ensuite voilà à chaque fois voilà mes autres scénarios de maillage. Et là je vois au niveau de ma courbe que je vais avoir une asymptote verticale. Donc en fait ici je vais avoir une convergence et donc je serai en présence d'une concentration de contraintes. Donc, on peut voir, par exemple, que si je raffine trop, ben, de toute façon, au bout d'un moment, je ne vais pas avoir une grande différence entre mes contraintes et que je vais perdre beaucoup de temps et ça ne me servira à rien de raffiner parce que je n'aurai pas une grosse différence entre mes contraintes, entre les différents maillages, voilà, si je les compare. Alors, juste pour une petite indication, ici, j'ai utilisé donc, une étude de conception, donc plutôt pour essayer de faire comme mon outil diagnostic de points sensibles. Mais une autre utilité, par exemple, de réaliser l'étude de conception, c'est que si j'avais ma plaque ici, par exemple, encastrée, je vais venir tirer dessus. Voilà. Je ne connais pas, donc avec une certaine force, je ne connais pas l'épaisseur de ma plaque. Je peux, au lieu de passer en paramètre le maillage, je vais lui passer l'épaisseur de ma plaque. Je vais définir un capteur contrainte et lui, par exemple, à chaque épaisseur de ma plaque, il va me définir ma contrainte maximum et je pourrais savoir, par exemple, l'épaisseur minimum, prendre une décision pour que ma structure puisse être en dessous de la limite d'élasticité. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, je vous joins ici ce lien sur lequel vous pourrez contacter donc, la société Avenao. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Vous pourrez choisir votre créneau, pardon, et nous allons pouvoir vous rappeler en vous faisant par exemple une petite démonstration ou vous indiquer également voilà, comment réaliser vos simulations.
Je vous mets également une slide sur tous les prochains webinaires. À noter alors une chose très importante, la sortie de SolidWorks 2021. Du coup, à cette occasion, voilà, on va avoir 4 webcasts de prévus, donc épisode 1, épisode 2, épisode 3, voilà, épisode 4 pour vraiment vous montrer toutes les nouveautés de SolidWorks 2021 et également il y aura des cadeaux pour les 50 premiers inscrits. Donc un événement voilà très très entendu dans le monde de l'industrie, voilà la sortie de SolidWorks 2021 et donc du coup nous allons le couvrir en 4 webcasts. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, en attendant les questions, voilà, je vous remets les slides si vous voulez prendre note ici des différents webinaires. Alors, je n'ai pas de questions pour le moment. Alors oui, il y a au niveau de SolidWorks, alors parce que là je vois une question où on demande est-ce qu'il y a des corrélations entre les calculs et les essais. SolidWorks a effectivement fait des corrélations au niveau de différents calculs et des essais, par exemple sur des cas d'école, et elles sont disponibles dans le SolidWorks. Donc, vous pourrez avoir tous ces cas d'école, les résultats de SolidWorks et les comparer, voilà, avoir la corrélation entre les tests, les essais, voilà, et la simulation, il n'y aura pas de problème. Alors, on va pouvoir venir également, puisque là j'ai une question sur est-ce qu'on peut réaliser des simulations sur un assemblage. Bien évidemment, on va pouvoir réaliser une simulation sur un assemblage. Alors, au niveau de ces assemblages, SolidWorks va être capable de le gérer en définissant, par exemple, différents contacts, des contacts, par exemple, solidaires pour tout ce qui est soudure, collé, pas de pénétration, ou par exemple un contact pas de pénétration. Et SolidWorks va être capable aussi de définir différents connecteurs, par exemple, comme les plus, allez, je vais citer les plus utilisés, comme des connecteurs axe ou des connecteurs boulons, et il est capable de venir aussi récupérer ses forces dans les connecteurs, de voir si, par exemple, ils vont résister ou pas. Enfin, voilà. On est capable, bien sûr, de faire des simulations sur des assemblages. Voilà, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, pour que SolidWorks nous calcule les différentes contraintes en fonction du maillage, du coup, c'est ce que j'avais montré. Alors, je vais venir le remontrer. Voilà. Juste ici, du coup, c'est un petit outil qui se fait automatiquement, voilà, juste ici pour celui utilisé lors de la simulation, voilà, qui est le diagnostic des points sensibles de contrainte. Voilà, et quand lui, il va venir nous détecter voilà, un point sensible de contrainte, lui, il va être capable voilà, de tracer le diagramme, donc du coup, directement. Voilà, donc ici, si je fais ça, voilà, j'ai le diagramme. Et si je viens au niveau de mes points sensibles, ici, je vais pouvoir récupérer le diagramme qu'on voyait tout à l'heure. Ou alors, je vais vous montrer aussi ce que ça, je n'avais pas montré
Mais alors, par contre, il va falloir le temps que ça charge. C'est mon étude de conception pour vous montrer comment j'avais fait au niveau de ma plaque. Voilà, j'espère que ça ne va pas être trop long parce que c'est une étude qui demande un peu plus de temps. Donc, il va falloir, je pense, à peu près 1 minute au niveau du chargement. Du coup, je vais essayer de répondre à d'autres questions voilà, pendant que mon modèle se charge. Alors, du coup, je vois qu'il y a pas mal de questions. Pourriez-vous nous montrer? Donc, ça va être fait. Alors, concernant est-ce qu'Avenao est en mesure de conseiller sur la capacité des PC, en fait, c'est plutôt assez complexe et en fait, voilà, tout va dépendre aussi de votre problème et de ce que vous voulez aussi obtenir. Par exemple, je peux avoir des petits problèmes très simples, mais vous voulez vraiment obtenir une solution voilà, très exacte. Donc, je vais devoir pousser mon maillage, par exemple, très finement. Et donc, voilà, ça va, même si j'ai un petit problème, ça va me demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de ressources au niveau du processeur. Voilà. En contrepartie, je peux avoir un gros assemblage, mais je veux récupérer qu'à certains endroits. Voilà, le maillage très fin, par exemple, ne va pas m'intéresser, donc ça ne va pas beaucoup, on va dire, demander de ressources au niveau de mon processeur. Voilà. Sinon, il faut savoir aussi qu'au niveau de la simulation pro, par exemple, je vais prendre justement l'exemple au niveau qu'on fait au niveau de la simulation pro, c'est si j'ai un échafaudage, voilà, si mon échafaudage le maille grossièrement, et voilà, il va tenir partout, sauf par exemple à un petit endroit. Je vais pouvoir aussi faire ce qu'on appelle une étude qui est la sous-modélisation. Du coup, je vais mailler grossièrement mon échafaudage. Et ensuite, voilà, je vais juste sélectionner une petite partie de mon assemblage. Donc, je vais mailler très finement juste cette petite partie d'assemblage. Et lui, SolidWorks va me réinjecter toutes les conditions qui étaient présentes dans mon gros assemblage. Et donc, voilà, je vais pouvoir, si vous voulez, par ce biais, par exemple, ne pas dépenser des sommes folles dans un ordinateur et juste mailler, voilà, ce qui m'intéresse. Alors, au niveau de l'optimisation, oui, alors il y a plusieurs choses sous SolidWorks. Voilà, il y a des optimisations topologiques. Voilà, par exemple, au niveau de typiquement, voilà les exemples pris dans les cas d'école. Voilà, si j'ai une pièce au niveau automobile, voilà comme une bielle où là je vais pouvoir, si je m'intéresse plutôt à une voiture type Formule 1, enfin ou autre, hein, vraiment une voiture pour faire de la course. Voilà, si je veux trouver l'optimisation de ma pièce maximum, par exemple pour réduire ma masse pour gagner de la vitesse. Et sachant que ma pièce doit respecter toutes mes contraintes, je vais pouvoir faire une optimisation sous SolidWorks. Et SolidWorks va pouvoir aussi posséder des algorithmes au niveau de ma simulation. Alors là, ça doit être la simulation pro qui le fait. Et lui, il va pouvoir alors ne pas faire comme l'étude de conception, mais lui, il va pouvoir prendre aussi des décisions et me donner, par exemple, le minimum, le minima de toutes les valeurs et de tous les paramètres que je lui donne. Du coup, mon modèle vient de charger. Donc ici, voilà, juste par exemple, voilà, ici au niveau de mon étude de conception, on voit les différents ici paramètres que j'avais établis au niveau de mon maillage. Donc là, on voit grâce à mon capteur, ici, j'ai récupéré les différentes contraintes. Et alors, juste ici, par exemple, j'étais capable de lui définir un diagramme historique, voilà, que j'ai tracé juste là, et je vais pouvoir récupérer le diagramme que vous avez vu dans mon PowerPoint. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient voir le SolidWorks et qui se demandaient comment j'avais réalisé mon étude de conception au niveau de ma plaque perforée, voilà.
Et donc, à chaque fois, bien sûr, donc là, ça va prendre du temps, mais à chaque fois, je suis capable de récupérer. Il est capable, si vous voulez, à chaque fois de m'afficher voilà, les différentes contraintes ici. Voilà, si je fais par exemple varier, voilà ici. Mais là, par contre, c'est vrai que ça va demander un peu plus de temps. Mais voilà comment il va récupérer mes contraintes au niveau de mon étude de conception. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. En attendant, du coup, voilà, je remets les dates avec les différents webinaires. Alors, pour savoir quels seront les sujets abordés suivant les différentes dates, voilà, je vous invite à prendre contact du coup avec la société, donc ma société Avenao, qui pourra vous expliquer voilà, en détail à quoi vous correspondent voilà, les différentes dates, ou également voilà, vous rendre sur notre site où il y aura sûrement des précisions sur ces différentes dates et les sujets abordés. Là, pour le moment, je vois plus de nouvelles questions voilà, qui m'arrivent. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Du coup, en attendant, si d'autres personnes ont des questions, je vais encore rester connecté quelques minutes. Je vais vous remettre aussi également le lien où vous pourrez contacter voilà, la société si vous avez des questions au niveau de SolidWorks Simulation. Alors,
Oui, il n'y a pas de problème du coup à Monsieur Dessèvres. Je prends votre mail et je vous ferai suivre les liens. Il n'y a pas de souci, les liens d'inscription. Alors, oui, pour Monsieur Kramer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, pardon. Je prends également votre adresse et je vous enverrai aussi. Je vais demander à ce qu'on puisse vous envoyer le lien puisque vous êtes intéressé par la formation Flow Simulation. Donc voilà, j'en prends note et je vous rédige le mail avec le lien d'inscription. Pas de problème. Alors, on me demande s'il y a différentes aussi vidéos. Au niveau d'Avenao, si vous voulez, Avenao possède un blog et aussi également une chaîne YouTube. Du coup, je vous invite à vous y rendre si vous tapez Avenao sur YouTube et vous verrez aussi également donc, du coup, différentes vidéos réalisées. Voilà. Oui, alors pour la personne qui m'a demandé pour le webinaire PDM, s'il est possible que vous puissiez me transférer du coup votre adresse mail afin de la noter et oui, ce sera avec plaisir pour vous envoyer le lien sur le PDM. Écoutez, alors je propose de rester encore quelques minutes, mais si vous n'avez plus de, de questions, voilà, de quitter la session. Parce que là, pour le moment, je ne vois plus d'autres questions parvenir.
Alors, je vois également une personne qui m'a laissé son adresse mail, Monsieur Pasteur. Par contre, vous n'avez pas mis, je ne vois pas par quoi vous seriez intéressé. Du coup, si vous pouvez me le communiquer, voilà, ce serait gentil, parce que je n'ai pas eu l'information. D'accord. Je prends note, donc, du coup, pour la vidéo du webinaire. Pas de problème. Bon, écoutez, comme le nombre de participants diminue et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de rester là et de clore la session. En tous les cas, voilà, je remercie tous les participants qui sont encore là de votre attention. Au revoir.